Bienvenue aux rencontres de la plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous accueillons François Purseigle, professeur de sociologie et nouveau directeur de l'INPNSAT de Toulouse, pour discuter de l'eau et du secteur agricole en contexte de changement climatique. Bonne écoute. Bonjour à tous. Pour cette énième, on a calculé, ça doit être la 7e au moins cette année, rencontre de la plateforme organisée en webinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir François Purseigle, que fidèle à l'habitude, que je présente avant de lui laisser la parole 25 minutes, après quoi on pourra avoir un échange en lui relayant vos questions que vous poserez sur le fil de conversation. François Purseigle, bonjour à vous. Bonjour. Et merci bien d'avoir accepté de participer à cette rencontre en une période qui, je crois, a été particulièrement chargée pour vous. Vous êtes professeur de sociologie. On est enchanté de recevoir un sociologue. On avait déjà reçu Kevin Caillot de Bordeaux. Vous êtes professeur de sociologie à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Vous avez dirigé le département des sciences économiques, sociales et de gestion de l'Agro-Toulouse, l'INPNSAT. Mais surtout, ce qu'on peut dire, la nouvelle qu'on peut annoncer, c'est que vous venez d'être nommé directeur de cette école, où vous exercerez à ce poste à partir du mois de janvier. Et permettez-nous de vous faire part de nos grandes félicitations pour cette nouvelle responsabilité. Vous êtes également membre permanent de l'UMR, l'unité de mise de recherche Agir, Agroécologie, Innovation, Territoire, et vous êtes chercheur associé au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Sociologue attentif aux dynamiques agricoles françaises, vous avez consacré votre habilitation à diriger la recherche à la sociologie rurale française, d'une sociologie du changement à une sociologie de la coexistence. Et c'est vraiment quelque chose qui traverse tous vos travaux depuis, qui ont largement exploré l'engagement syndical et politique des agriculteurs, l'évolution des mondes agricoles et la transformation structurelle des exploitations, ce fameux passage de la ferme à la firme, qui, je crois, est le titre d'un de vos ouvrages. Aujourd'hui, la plupart des participants à cette rencontre, ils sont une quarantaine pour le moment, mais ça va, soixantaine déjà. Ça va augmenter encore au fil de la présentation. La plupart des participants sont confrontés à une question cruciale pour le Grand Sud-Ouest. La plupart des participants sont originaires du Grand Sud-Ouest. Comment réussir la transition hydrique dans le bassin Adour-Garonne tout en assurant la préservation de l'activité agricole et surtout l'adhésion d'un monde agricole qui est très dépendant de la ressource en eau. Votre regard de sociologue est particulièrement précieux sur ce point, surtout qu'en tant que chercheur associé au CEVIPOF, vous avez co-construit le baromètre Vox Agri, le baromètre du moral des agriculteurs, qui éclaire les mutations profondes de la profession et qui éclaire aussi ses représentations dans le débat public. Donc vous allez évoquer les derniers résultats de ce baromètre. C'est à travers ces travaux et en lien avec les enjeux d'adaptation au changement climatique qui nous rassemblent aujourd'hui que vous allez nous apporter votre éclairage. François, je vous laisse la parole pour 25 minutes. Je propose aux 62 participants de poser leurs questions donc dans le fil de conversation par écrit, et nous les reprendrons les unes après les autres, éventuellement regroupées par souci de cohérence. Et donc d'ici 25 minutes vers 14h. D'accord. Voilà François, la parole est à vous et vous avez bien affiché, merci, votre présentation. Merci beaucoup. Donc, merci de me donner l'occasion de revenir sur un certain nombre de grandes mutations qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans ce qu'on va appeler non pas le monde agricole, mais les mondes agricoles, et vous allez comprendre pourquoi l'usage du pluriel est indispensable aujourd'hui. On va s'arrêter sur ces grandes mutations, ces grands bouleversements autour de 3 points. Je vous propose de revenir sur les grands défis sociaux et sociétaux qui caractérisent ces mondes agricoles en France. On s'arrêtera dans un second temps sur les défis de l'entreprise agricole, parce que vous allez voir que moins ils sont nombreux, ces chefs d'exploitation, et moins elles sont nombreuses, ces familles agricoles, plus les entreprises de la production sont diverses et éclatées, on pourrait dire ça.
Et on s'arrêtera dans un troisième temps sur les défis territoriaux et climatiques et surtout la manière avec laquelle les agricultrices et les agriculteurs perçoivent finalement leur territoire, mais aussi les grands changements globaux qui caractérisent aujourd'hui leur région, leurs pratiques. Donc, finalement, je vais décrire, pour pitcher un peu, ces mondes agricoles autour de 3 éléments qui me semblent assez, fondamentaux. Premièrement, on va revenir sur ce grand effacement de la population des chefs d'exploitation, leur éclatement et ça, c'est quand même assez singulier que de voir non seulement cette population s'effacer dans la société française et au moment même où elle s'efface, elle éclate en termes de projets entrepreneuriaux, de rapport au monde et alors qu'elle s'efface, alors même qu'elle éclate, eh bien, son pouvoir est disputé à l'échelle des territoires parce que, bien, ces territoires sont regardés aujourd'hui différemment et c'est ce sur quoi on s'arrêtera dans un troisième temps. Les défis sociaux, pour revenir, dans un premier temps, se caractérisent, finalement, par ce grand enjeu démographique auquel sont confrontés les agricultrices et les agriculteurs et parmi ces défis sociaux, il y a aussi ce défi de la reconnaissance sociale. Aujourd'hui même, hein, se tiennent des manifestations importantes, à Toulouse qui font écho à ce défi de la reconnaissance sociale qui est, posé, par les agriculteurs depuis maintenant plus d'1 an et demi et notamment dans notre région et je m'arrêterai, sur un certain nombre de résultats d'enquêtes réalisés autour de ces, 2 grandes questions. Les défis sociaux, sont d'ordre démographique comme je l'ai dit, en introduction. Pourquoi? Vous le savez tous, il n'y a jamais eu aussi peu de chefs d'exploitation en France. Ils sont aujourd'hui à peu près 398 000 d'après, la caisse centrale de la MSA, d'après aussi, les données du recensement agricole. Il n'y a jamais eu aussi peu de chefs d'exploitation, il n'y a jamais eu aussi peu de chefs d'exploitation et on sait que dans les années qui viennent, l'un des grands défis sera celui du renouvellement non seulement des générations, mais des actifs parce que la plupart d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite. D'ici 2026, 50 d'entre eux auront l'âge donc de faire valoir leurs droits à la retraite. Alors tous ne partiront pas à la retraite bien entendu, mais quand même une France à 190 000, 200 000 chefs d'exploitation et sur le point d'advenir et là aussi on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas parce que on est non pas, au pied d'un mur démographique, mais on est pleinement dans ce mur, dans ce choc démographique qui, caractérise bon nombre de territoires, agricoles et notamment les territoires du sud-ouest puisque vous le savez, le sud-ouest de la France se caractérise, tout particulièrement par un vieillissement accéléré de cette population, des chefs d'exploitation. C'est vrai en Occitanie, c'est vrai en Nouvelle-Aquitaine. On est particulièrement touché par ce grand défi, à relever et malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est que, le défi principal sera peut-être, avant tout celui du renouvellement des actifs, avant même celui des générations, parce que le remplacement, 1 pour 1, du nombre de chefs d'exploitation sera peut-être quasiment impossible dans un certain nombre de départements, voire même au sein d'un certain nombre de régions. Ce qu'on constate, c'est que non seulement les chefs d'exploitation voient leur nombre diminuer, mais c'est l'ensemble de la population des actifs familiaux qui voit, ses effectifs, diminuer, hein. On a perdu la moitié des actifs permanents familiaux. Alors, dans les exploitations, familiales, on a un nombre de salariés embauchés directement par ces familles qui est relativement stable, entre 150 et 170 000 comme le montre ce graphique du ministère de l'Agriculture, actifs sont embauchés par des familles, mais on voit bien que l'agriculture familiale à la française n'est plus une agriculture de type conjugal, hein. On a aujourd'hui, seulement 18 des chefs d'exploitation qui exercent dans un cadre conjugal. Donc là aussi, en termes de représentation, il faut se dire une chose, et c'est vrai aussi dans le sud-ouest, c'est que cette agriculture familiale à la française, eh bien, elle a pris un petit coup dans l'aile, parce qu'elle ne correspond pas en termes d'exercice du métier, à, ces imageries populaires autour du couple, travaillant notamment avec, papa, maman et les enfants sur l'exploitation. Donc, oui, on a une exploitation
française qui est de type familial, mais on reviendra là-dessus, essentiellement pour des raisons patrimoniales. Et quand on regarde de près ce qui se joue à l'échelle des territoires, eh bien, c'est un travail de moins en moins porté par ces actifs familiaux et des exploitations qui tournent, pour l'essentiel, avec des salariés qui ne sont plus embauchés même directement par les exploitations elles-mêmes, mais qui sont embauchés par des groupements d'employeurs, des entreprises de travaux, et c'est très vrai en Nouvelle-Aquitaine dans la filière fruits et légumes, c'est très vrai dans le secteur viniviticole, et ça sera de plus en plus vrai aussi dans les filières d'élevage, même dans nos régions, le maintien de la capacité à produire en élevage passera par la capacité à avoir recours à ces actifs salariés non familiaux qui occupent une place de plus en plus importante. Là aussi, hein, il faut se dire que c'est d'autant plus important, excusez-moi, je reviens là-dessus, parce que finalement, l'enjeu de transition, l'enjeu d'adaptation au changement climatique, à une nouvelle donne environnementale, passe par la capacité à accompagner aussi de nouvelles populations, hein, en ce sens, c'est-à-dire qu'on a finalement cette injonction à transiter, à s'adapter, qui ne reposera pas et ne devra pas reposer uniquement sur les seules épaules du chef d'exploitation et de leur famille. Et là, il faut aussi se dire une chose, c'est que celles et ceux qui prendront en charge ce grand défi qui est celui de la transition seront des salariés, des chefs de culture, des chefs d'ateliers de production. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas pourquoi aussi un certain nombre de verrous se mettent en place et pourquoi un certain nombre de transitions ne peuvent pas s'opérer. Je pense qu'il faut acter finalement l'évolution de la morphologie de ces exploitations et les recombinaisons aussi salariales qui sont à l'œuvre dans ces entreprises, des entreprises dans lesquelles on peine à trouver des repreneurs et des entreprises dans lesquelles on voit bien que eh bien, les nouvelles générations ne se projettent pas de la même manière. On a un grand choc démographique devant nous. On est en plein dans ce choc démographique parce que non pas parce que le métier n'attire pas, mais parce que, finalement, les nouvelles générations ne se projettent pas de la même manière, que celles d'hier dans les exploitations dans lesquelles aujourd'hui, eh bien, la mobilité sociale et la mobilité, professionnelle se développent et on voit aujourd'hui, notamment dans des régions comme l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine, que on a des exploitations qui ne correspondent pas forcément, à cette demande de projets. On a des installations qui se font, qui ont lieu, mais on a aussi de plus en plus de départs précoces. On a un désir de micro-ferme, mais on n'a pas forcément le désir de reprendre une petite ferme. Et ce qui est vrai des non issus du monde agricole est vrai aussi de ces enfants d'agriculteurs qui ne voient plus du tout l'exploitation familiale même de la même manière. Et on a finalement une entrée dans la profession agricole qui est de plus en plus instable. Et le mot même d'installation est à questionner parce que aujourd'hui, pas moins de 30% même de celles et ceux qui décident de s'installer le font avec un pied dedans, un pied dehors. Et on voit que dans certains départements, la pluriactivité ne cesse de se développer et que finalement les exploitations qui étaient, bien en place, adossées à des filières aujourd'hui, ne trouvent pas forcément de repreneurs parce qu'on a de nouvelles générations qui se projettent différemment dans, les produits, la manière avec laquelle l'entreprise doit être pensée, bref, les marchés. Et ça, c'est lié au fait que, enfant d'agriculteur ou pas, eh bien, les trajectoires se construisent de manière beaucoup plus sinueuse. Voilà. Donc, ce défi démographique, il est lié non seulement à cette incapacité qu'on a à trouver des repreneurs dans certaines fermes, mais aussi à ces recompositions sociales qui sont à l'œuvre dans la plupart des exploitations. Des exploitations dans lesquelles finalement, les préoccupations ont évolué. Dans le cadre de ce baromètre, Vox-Agri que nous avons lancé en partenariat avec le groupe Réussir et Sciences Po Paris, on se rend compte qu'en 10 ans, les préoccupations des agriculteurs et agricultrices ont fortement changé. Préoccupations sociales, préoccupations, économiques. La question des déficits, de la dette, de la sécurité des biens, des inégalités, finalement, constituent des éléments, aujourd'hui, importants pour eux. On voit que, la question environnementale est une question qui les préoccupe, mais vous allez voir que, c'est plus la question même du changement climatique qui les préoccupe que la seule question large
de l'environnement. Donc, vous allez voir que finalement, ces préoccupations prennent des visages différents et différents parfois même de celles portées par le reste de la société. On a aujourd'hui, quand on regarde de près, la situation des agriculteurs et des agricultrices qui sont marqués du sceau d'un pessimisme persistant, qui est largement supérieur à celui de l'ensemble des Français. À la question au cours des 12 derniers mois, le niveau de vie en France dans l'ensemble, pour eux, s'est fortement dégradé et ça, c'est très vrai pour les agriculteurs, notamment qui partagent avec les Français une situation de vie qu'ils jugent comme dégradée depuis 1 an. Donc vision partagée de la situation avec l'ensemble des Français et ce qu'on constate surtout, c'est que cette vision, pessimiste est, largement présente, notamment dans les zones viticoles ou dans des zones de production ovine et caprine et particulièrement, notamment dans le sud-ouest de la France où on voit que, c'est dans le sud-ouest de la France que la plupart des agriculteurs considèrent que la situation, notamment en matière de vie, s'est fortement dégradée, et à l'inverse de certaines régions comme le nord-ouest notamment, où les choses semblent un peu mieux résister, même si c'est pas non plus mirobolant. Quand on pose la question, au cours des 12 derniers mois, est-ce que la situation financière de votre foyer, a évolué de manière positive ou négative? On se rend bien compte que, la plupart des agriculteurs, considèrent qu'elle s'est soit dégradée, soit est restée, stationnaire. Ça, c'est quelque chose qui finalement fait écho à un sentiment supérieur à celui de l'ensemble des Français. On a un solde d'opinion de -48 chez les agriculteurs contre -22 chez l'ensemble des Français. Donc des agriculteurs qui semblent être plus touchés par les difficultés financières que l'ensemble des Français. Alors attention, c'est du déclaratif, hein. Quand on regarde les chiffres en termes de revenus, il faudrait peut-être davantage nuancé parce qu'un certain nombre de filières ne sont pas qu'en situation critique aujourd'hui, bien au contraire, hein. Si on prend le cas notamment de certaines filières d'élevage, la situation est même meilleure qu'il y a 1 an. Mais malgré tout, il y a quand même ce sentiment d'être en difficulté financière de manière plus importante que le reste de la population. Et ça, c'est encore très vrai, notamment dans le sud-ouest de la France, où ce sentiment de dégradation de la situation financière est encore plus prégnant, et notamment dans les filières viti et dans les filières de production ovine ou caprine. Perception également plus sombre que l'ensemble des Français de la situation financière, c'est-à-dire que on considère que la situation s'est dégradée durant les 12 derniers mois, mais on considère que, eh bien, elle ne va pas s'améliorer non plus dans l'avenir et ça, là aussi, c'est particulièrement vrai dans le sud-ouest, alors que dans des régions, notamment dans le nord-ouest, voire même le sud-est, la situation n'est pas perçue de la même manière et ce sentiment est encore plus fort en zone viticole que dans le reste des filières françaises. Ce qui est important surtout à retenir, c'est que, non seulement il y a, finalement du pessimisme dans cette profession, mais il y a aussi, une crise, de confiance en l'avenir, on reviendra là-dessus et une quête de reconnaissance et des inquiétudes assez marquées que j'avais pu déceler dans le cadre d'enquêtes réalisées il y a 1 an et demi au moment, du lancement des 1res manifestations agricoles. J'en avais parlé à certains d'entre vous lors d'un séminaire à l'Agence de l'eau, mais on a aujourd'hui, des agriculteurs qui ne partagent pas les mêmes conditions de vie, mais qui sont tous dans la rue parce que, finalement, ils partagent un même ras-le-bol d'un cadre administratif qui apparaît, comme très lourd pour eux. Alors, c'est pas un rejet de la norme, mais c'est finalement une critique d'un cadre normatif qui ne cranterait pas avec, leurs, conditions de travail, c'est-à-dire un cadre administratif qui ne générerait pas non plus de la valeur et c'est ça qui est dénoncé, hein. C'est pas tant la norme ou le cadre administratif que l'incapacité de cette norme à générer de la valeur et ce qui est dénoncé aussi, c'est, un abandon par l'État pour les uns, un abandon par, les instituts, de recherche, de développement pour les autres et surtout la revendication d'une juste rémunération. Donc, on a
finalement un même faisceau de colère qui explique eh bien, qu'un grand nombre d'agriculteurs, quelles que soient leurs obédiences syndicales, quelle que soit leur situation de vie, quelle que soit leur appartenance à des filières, sont encore aujourd'hui dans la rue. Malgré tout, malgré ce même faisceau de colère, on voit bien que les agriculteurs, finalement, sont dans une quête de reconnaissance sociale qui ne s'exprime pas en des termes équivalents. On a celles et ceux qui cherchent à être reconnus parce qu'ils œuvrent à des changements, à une transformation de l'agriculture. D'autres cherchent à être reconnus socialement parce que, ils cherchent à être, reconnus pour les entrepreneurs qu'ils sont, parce qu'ils participeraient aussi, finalement à de grands défis stratégiques, au niveau européen et au niveau mondial. Et puis d'autres cherchent, et notamment dans le Sud-Ouest, à être reconnus socialement parce qu'ils ont toujours été là et qu'ils sont avant tout dans une quête identitaire. Et on voit bien combien c'est difficile aujourd'hui de répondre, non pas simplement à un même faisceau de colère, mais à une quête de reconnaissance sociale qui ne repose pas finalement sur les mêmes, fondements. Et c'est pour ça aussi que les politiques publiques, butent, parce que, bah, vous ne pouvez pas apporter les mêmes réponses à quelqu'un qui est dans une quête identitaire, à quelqu'un qui est dans une quête de transformation sociale ou qui est dans une quête de transformation entrepreneuriale. Et c'est là que le bât blesse et c'est là qu'on voit bien que moins ils sont nombreux, plus ils sont éclatés dans leur rapport au monde et surtout dans les attentes qu'ils ont vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis aussi des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que la réduction de la population active agricole allait conduire à une homogénéisation de leur regard sur le monde et de leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics, et c'est tout l'inverse qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui complique la donne, et on le voit encore aujourd'hui. On a à Toulouse 2 manifestations qui sont organisées au même moment avec des agriculteurs qui n'aspirent pas complètement aux mêmes choses. Par contre, ce qu'on constate, c'est que cette population des actifs agricoles est beaucoup plus insatisfaite même que le reste de la population rurale et de la population française, de la vie qu'elle mène qu'ils mènent, au sein de leurs exploitations, hein. C'est-à-dire que c'est une population qui, est à côté du reste de la société en matière de perception, de la satisfaction de la vie, qu'ils ont. À propos de l'avenir, on a cherché à comparer un certain nombre de réponses à des questions, qui avaient été posées il y a 30 ans par, Bertrand Hervieux et Jean Viard, et que constate-t-on là, suite à l'administration du questionnaire Vox-Agri? Eh bien, c'est qu'on a une minorité de confiants en l'avenir. Ça fait écho à ce que je disais, précédemment, mais surtout, on a une augmentation de l'inquiétude pour l'avenir de la profession et surtout un sentiment de désespoir qui est largement accru, hein. On est passé de 5 des agriculteurs à 20 des agriculteurs qui se pensaient désespérés, et quand on regarde de près les situations régionales, eh bien, on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que ce sentiment d'inquiétude et de désespoir est largement supérieur à la moyenne dans le sud-ouest, et on voit bien que là, ça affecte particulièrement les, producteurs en grande culture, les viticulteurs et les producteurs notamment en filière ovine et caprine qui sont particulièrement inquiets et désespérés, notamment dans le sud-ouest de la France. Donc, on est sur un territoire qui est beaucoup, beaucoup plus sensible à l'inquiétude et au sentiment de désespoir. Alors ça tient à une chose aussi, hein, ça tient, à l'incapacité du territoire, de nos territoires, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, à maintenir aussi les outils industriels qui permettent la transformation des produits, qui permettent aussi la création de valeur. On voit bien que, finalement, ce sentiment de désespoir il est lié à un sentiment d'abandon qui est particulièrement perceptible dans des zones intermédiaires, hein, entre, Bordeaux et Toulouse, qui sont marquées du sceau non seulement d'une crise des exploitations agricoles, mais aussi de l'ensemble de l'appareil économique agricole. Et ça m'amène à parler de mon deuxième point, hein, celui des défis entrepreneuriaux, et qu'on peut résumer comme étant un défi aussi de la montée en complexité, de ces fermes et de la gestion des incertitudes au sein de ces mêmes fermes. Et là, ce que je voulais souligner avec vous, c'est que moins ils sont nombreux, plus ils portent des projets entrepreneuriaux différents. Alors les statistiques disent une chose assez simple, que vous avez tous à l'esprit, c'est que, bah, non seulement le nombre de chefs d'exploitation diminue, mais le nombre d'exploitations diminue, mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est que
essentiellement en zone d'élevage, on a une saignée dans le nombre d'exploitations, hein, et malgré les grands discours sur les vertus de la polyculture élevage, on voit que les exploitations en polyculture élevage sont les premières à disparaître et celles qui disparaissent en premier sont les exploitations même de taille moyenne. Autre élément peu visible dans l'appareil de statistiques, mais quand même, il y a quand même un certain nombre de stats qui le disent et qui le donnent à voir. On a des fermes qui sont de plus en plus gérées en société et qui donnent à voir de nouvelles formes de complexité qu'on met souvent sous le tapis. Et on voit même que 10% des agriculteurs sont même dans plusieurs sociétés agricoles, hein. Et là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accompagnement de ces exploitants agricoles et de leurs entreprises se doit d'évoluer. Ce qu'on constate aussi, c'est un effacement sans précédent des exploitations qui ont recours principalement à une main-d'œuvre familiale. Et dans le sud-ouest, que constate-t-on? Comme ailleurs, c'est finalement des exploitations qui voient leur nombre évoluer, qui sont celles qui ont recours à de la prestation de services, qui ont recours à de nouvelles formes d'association ou à du salariat de manière prépondérante qui tirent leur épingle du jeu. Donc, non seulement on a une évolution en nombre des exploitations agricoles, mais surtout on a une évolution en manière d'organiser le travail et de mobiliser la main-d'œuvre qui doit nous inviter à changer de regard sur les horizons de ces exploitations agricoles. Et quand on interroge, comme on l'a fait dernièrement à Sciences Po Paris, les exploitants autour de leurs projets, on se rend compte que la plupart ont une confiance très limitée dans l'avenir économique de leurs exploitations et que la rentabilité de leurs exploitations est perçue très souvent comme faible, voire même très très faible. Et ça, c'est particulièrement vrai, là aussi, dans le sud-ouest de la France, c'est-à-dire que celles et ceux qui sont les moins confiants, eh bien, ils sont dans nos régions. 70% des agriculteurs du sud-ouest interrogés sont pas confiants en l'avenir, et c'est très vrai en viti et en grande culture. Et vous voyez que c'est pas forcément dans les filières d'élevage que le manque de confiance est encore plus patent. Et par rapport à la rentabilité, c'est pareil. C'est là aussi dans le sud-ouest de la France que les agriculteurs perçoivent cette rentabilité comme étant la plus faible. Et encore dernièrement, j'ai eu des chiffres assez édifiants sur les seuils de rentabilité dans certains départements, hein. Pas plus tard que la semaine dernière, un responsable d'un centre de gestion me disait que dans un département comme Lot-et-Garonne, seuls 15% des exploitations pouvaient être considérées comme rentables. Donc ça en dit long sur la situation des trésoreries, ça en dit long sur la situation des exploitations dans un certain nombre euh, de petites régions agricoles, notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Je passe sur ces chiffres que je vous ai montrés. Ce qui est sûr, c'est que ça débouche sur quoi? Ça débouche sur une stratégie du statu quo. Ça débouche sur finalement des exploitants qui cherchent à maintenir leur taille, et à transmettre autant que faire se peut l'exploitation, mais qui sont peu enclins quand même à développer des stratégies, même de diversification, notamment dans nos régions, parce que l'accès aussi à un certain nombre de ressources, eh bien, est de plus en plus, difficile, comme on le voit dans certains départements, hein. Je pense à l'Aude ou les Pyrénées-Orientales. Ce qui est assez frappant, c'est, finalement, cette crainte quant à l'avenir, mais surtout, cette incapacité à se projeter même, hein, dans quelque chose qui conduirait à faire évoluer les systèmes d'exploitation parce que, finalement, on se penserait acculé, à une situation, sans solution. Et quand on regarde bien, à la question, quels sont vos projets d'investissement? On a, aujourd'hui, 50% des agriculteurs qui considèrent, être en capacité d'investir et le reste, non. Et ce parce qu'ils n'ont pas cette capacité, d'investissement. Et quand on regarde bien, finalement les investissements sont des investissements avant tout considérés pour améliorer ou chercher à améliorer la rentabilité. Et on a peu finalement d'agriculteurs qui cherchent, à investir pour mettre aux normes, pour, finalement, entrer dans de nouvelles démarches de certification. Enfin, on voit bien qu'on a une situation qui les rend, beaucoup plus atones, dans, la manière avec laquelle ils considèrent des projets structurants pour leur avenir.
Et d'autre part, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a des exploitations agricoles qui correspondent de moins en moins aux unités de production. Et là aussi, je pense qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que si on veut accompagner ce monde-là, si on veut accompagner ces entreprises-là, il faut se dire que finalement, elles se pensent différemment d'hier. Elles se pensent dans un recours à de la prestation, à de la mobilisation de travailleurs qui sont aussi des travailleurs externalisés. Et on voit bien que on a des entreprises aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre parce que elles relèvent finalement de nouveaux dispositifs productifs. Et cette complexification de la structure organisationnelle, eh bien, elle se doit d'être pensée. Elle se doit d'être pensée non seulement dans les filières d'élevage, mais aussi dans les filières comme les fruits et légumes, la vitie. Parce qu'on a des familles qui sont de plus en plus complexes et cette complexité, elle est liée au fait que, l'entreprise est regardée différemment, parce qu'aujourd'hui, les exploitations et notamment dans le sud-ouest de la France sont avant tout vues comme des patrimoines et de moins en moins vues aussi comme des outils, économiques et ça, c'est quelque chose qui, heu, obère, hein, bloque aussi un certain nombre de projets entrepreneuriaux portés par de nouvelles générations. C'est ça qui explique aussi finalement, des stratégies de délégation sur lesquelles je vais, revenir et qui fait que finalement, on a des exploitations qui, voilà, sont gérées, avant tout parce que vues comme des patrimoines de manière, assez, assez archaïque et qui ne font pas écho finalement à la mise en place de projets de transformation. Et ça parce que, tout simplement, on a, des enfants d'agriculteurs qui voient avant tout l'exploitation comme un lieu de résidence, un lieu récréatif et pas forcément comme un lieu, au sein duquel, celui qui veut rester pourra, développer son projet. Donc, on a aujourd'hui des exploitations agricoles qui, vues comme des patrimoines, s'interrogent quant à leur devenir sur le plan, économique et ne mettent pas toujours tout en place pour que ce projet économique puisse advenir et notamment être porté par l'un, de ceux qui voudraient reprendre l'exploitation et notamment les exploitations familiales. Ce qu'on constate surtout, c'est que ces exploitations, sont de plus en plus aussi, et ça c'est très vrai dans le sud-ouest de la France, gérées aussi par, partiellement ou totalement par des tiers, hein. C'est une grande question que celle de la tertiarisation des activités, économiques. On voit bien que le faire ensemble en famille est de plus en plus compliqué, mais que le faire ensemble avec les voisins est de plus en plus compliqué parce que quand, à l'échelle des territoires, on a 2 fois moins de chefs d'exploitation. Vous pensez bien que la mise en place de CUMA, de coopératives est beaucoup plus difficile et ce qu'on constate surtout, c'est le déploiement d'une activité productive qui repose par de nouvelles figures d'assistance à maîtrise d'œuvre, à maîtrise d'ouvrage et particulièrement dans le sud-ouest, hein, on voit bien que la production semencière aujourd'hui est le fait de quelques faiseurs qui ne font plus appel, comme jadis, à du contract farming avec des exploitants familiaux, mais à des assistants à maîtrise d'ouvrage qui prennent à ferme, finalement, un certain nombre d'exploitations. Donc, on a, tout particulièrement dans le sud-ouest de la France, une recomposition de la manière avec laquelle le travail est pris en charge et organisé. Il faut se dire une chose, c'est que la gestion des ressources, la gestion, et la manière avec laquelle doivent se penser l'adaptation au changement climatique, l'adaptation à ces grandes transitions, passe par la capacité qu'auront ces nouveaux opérateurs à accepter finalement un certain nombre de changements, hein. Et on le voit, hein, les exploitants agricoles sont pas forcément celles et ceux qui vont mettre en œuvre finalement, de bout en bout, ces processus de transition. Et ça m'amène à parler de ces exploitations qui vont être là demain, hein, qui vont reposer sur de nouvelles formes d'associations, de nouvelles formes d'insertion de salariés ou de nouvelles formes de délégation. Et parfois même au sein d'une même exploitation, on va avoir recours à de nouvelles stratégies organisationnelles qui me laisse à penser que, il va falloir, former différemment aussi les cadres qui vont accompagner, la gestion de ces exploitations, mais aussi, qui vont, mettre en œuvre de nouvelles façons de penser le développement agricole et la gestion des ressources à l'échelle de ces territoires. Parce que finalement, heu
l'exploitation agricole, le producteur agricole vont être des interlocuteurs aux multiples visages on n'embarquera pas cette profession comme on l'a fait jadis parce que définitivement, il n'y aura pas de modèle d'organisation dans ces fermes et il va y avoir finalement des recompositions qui vont même s'accélérer. Et ça m'amène au troisième point. Je regarde l'heure, hein, il est déjà 14 heures. C'est le point des défis territoriaux et climatiques. Non seulement ils sont moins nombreux, non seulement ils sont de plus en plus différents en termes de projets entrepreneuriaux, et jamais leur pouvoir n'a été autant disputé à l'échelle des territoires. Et jamais, finalement, leurs pratiques professionnelles n'ont été autant controversées. Et on voit aussi que dans ce contexte-là, eh bien, leur regard sur le territoire, leur regard sur les changements globaux ont profondément évolué. Ce qui trouble notamment les agriculteurs et ce qui trouble aussi les observateurs, c'est le fait que la France, qui a été longtemps marquée du sceau, du moins cette France rurale, du sceau de la production agricole, est regardée différemment et que aujourd'hui on a des images très brouillées de l'agriculture qui oscille entre l'image du petit paysan et celle de la firme agro-industrielle. Et surtout, ces oscillations s'incarnent dans des territoires ruraux qui ne sont plus perçus de la même manière qu'hier, qui sont des lieux où le défi de la coexistence, la gestion de la concurrence ne sont pas gagnés. Vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais ces territoires ruraux sont des lieux où s'expriment des conflits d'usage comme jamais. Et demain, plus ça ira, plus ces conflits d'usage seront importants parce que ces campagnes ne sont pas regardées de la même manière par les uns et par les autres, hein. Même quand celles et ceux qui sont issus du monde agricole se réinstallent à la campagne au moment de la retraite, eh bien, ils regardent différemment la manière avec laquelle les activités agricoles du cousin ou de l'oncle sont gérées. Donc il y a des conflits de rationalité qui impliquent une multitude de forces sociales qui viennent déstabiliser la position des agriculteurs. Et c'est ça qui crée aussi des crispations, et notamment dans le sud-ouest de la France, où on a un certain nombre d'agriculteurs, et je pense à ces groupes d'agriculteurs autonomes aujourd'hui qui disent vouloir être là pour des raisons historiques, pour des raisons qui tiennent au fait qu'ils ont toujours été là. Et on voit bien les grandes incompréhensions qui se nouent à l'échelle de ces territoires quant à l'enjeu du maintien d'une réelle capacité productive, hein, et on voit combien on a du mal à admettre à l'échelle de nos territoires, et notamment dans le sud-ouest de la France, à admettre que ces exploitations agricoles ont profondément changé. Et c'est ça aussi qui est réclamé d'une certaine manière par un certain nombre d'agriculteurs qui se pensent désinsérés sur le plan territorial, hein. C'est fort ce que je dis, mais on a une agriculture qui se pense, et des agriculteurs qui se pensent désinsérés dans des territoires qui ne semblent plus dévolus à la seule production agricole. Et quand on leur pose des questions, notamment, et là j'ai introduit des éléments assez neufs de l'enquête Vox-Agri, comment vous vous projetez à l'échelle de ces territoires, mais comment vous projetez aussi face à ces changements climatiques? On voit bien qu'ils sont pleinement conscients de ce qui advient aujourd'hui et que les désordres du climat sont causés par un certain nombre d'effets. Donc il n'y a plus cette négation autour des changements globaux, des déséquilibres. Mais ce qu'ils dénoncent aussi souvent et ce sur quoi ils reviennent quand on les interroge, c'est sur le fait que tous les efforts qui ont été faits selon eux pour s'adapter n'ont pas débouché, tout particulièrement dans le sud-ouest, sur de la valeur, parce que les changements qu'ils voient advenir et auxquels ils ont cherché à s'adapter, finalement ne débouchent pas sur un changement de conditions de vie. Qu'on constate aussi, c'est que finalement, quand on compare notre enquête, les résultats de notre enquête avec les résultats d'une autre enquête qui avait été réalisée en 2017, eh bien la question des désordres climatiques, notamment causés par l'effet de serre, eh bien, apparaissent comme finalement encore plus importants qu'il y a quelques années. On voit que finalement, personne, selon eux, ne peut toujours
dire quelles sont les vraies raisons de ce désordre, mais malgré tout, il y a un petit retrait par rapport à l'enquête de 2017. Autre élément important à souligner, c'est que finalement, ces agriculteurs sont toujours assez technophiles et considèrent que finalement, c'est par le progrès technique qu'on trouvera des solutions pour empêcher ce changement climatique. Euh, alors, on a des différences entre l'enquête ADEME 2017 autour de la manière avec laquelle il faudrait changer les modes de vie pour empêcher cette augmentation. Malgré tout, on voit bien que ces agriculteurs sont quand même pleinement conscients de la nécessité de faire adapter notamment leur système d'exploitation. C'est ce qu'on voit à travers les réponses à ces questions-là. Heu, Est-ce que vous considérez que finalement, alors attendez, c'est une autre, voilà, c'est d'autres questions. D'après vous, les changements ont des impacts sur votre activité? Bah, la plupart considèrent que oui, à 68. Est-ce que vous pensez devoir faire évoluer votre activité en raison de ces impacts? Un certain nombre, 57 disent oui de manière limitée, et 27 de manière importante. Et pensez-vous pouvoir réduire les émissions à gaz à effet de serre générées par l'activité agricole de votre exploitation? Pas moins de 60%, pardon, considèrent que oui, de manière assez limitée. Donc on voit que on n'est plus dans cette négation qui était à l'œuvre il y a encore quelques années de ça. Malgré tout, finalement, même si on ne nie pas, on ne sait pas complètement comment prendre en charge cette question-là. On se pense très souvent quand, et ça c'est plutôt le Cali qui permet de le noter, être un peu seul pour prendre en charge ces grandes transformations. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui crée aussi du malaise chez eux, c'est le fait que la prise en charge de ces transformations, la prise en charge ou de l'adaptation à ces changements globaux ne débouche pas sur une valeur, c'est-à-dire que finalement on se pense porteur de la transformation, mais on n'en bénéficie pas. Et surtout, dans certaines régions, ou petites régions agricoles du moins, on voit bien que, bah, les solutions ne sont pas là, pour, compenser finalement l'incapacité à générer de la valeur, suite à ces transformations. L'autre défi finalement autour de la place des agriculteurs dans les territoires, c'est ce défi de la sécurisation et de la reterritorialisation des activités. On voit bien qu'un certain nombre d'agriculteurs sont aujourd'hui dans la rue parce que finalement, ils sont dans des filières qui ne sont plus sécurisées à l'échelle de leur propre territoire, hein. C'est-à-dire que finalement, ils considèrent être les seuls à prendre les risques opérationnels et ils voient aussi, et c'est ce qu'ils dénoncent, des industriels quitter des territoires dans lesquels l'activité agricole, selon eux, bah, n'est plus centrale. Et l'un des grands enjeux quand même qui est posé, c'est celui, finalement de la sécurisation à la fois, qualitative et quantitative de ces approvisionnements, et rien n'est moins sûr aujourd'hui dans un certain nombre de régions comme les nôtres. Voilà, et je terminerai là-dessus, je passe vite, mais on reviendra sur un certain nombre d'éléments si vous le voulez à travers, les questions. Ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui une agriculture française qui voit advenir de nouvelles figures de la production. Heu Ces producteurs agricoles euh, attendent aussi que cette agriculture ne soit pas simplement vue comme un problème, mais vue aussi comme étant un des éléments de la solution. Face à ces changements globaux, il y a un enjeu finalement à expliquer que l'agriculture est aussi une activité qui peut participer de la résolution du problème, et surtout il y a un enjeu à faire en sorte que on puisse les considérer comme étant des acteurs de ce changement, parce que je pense qu'une majorité, se pense ainsi, si et seulement si, finalement, on arrive aussi à leur démontrer que l'adaptation au changement est générateur de valeur, et c'est là que le bât blesse parce que, finalement, dans des régions comme les nôtres où, le virage, notamment, autour des circuits courts, de la bio, a été fait dans un certain nombre de coins. Malgré tout, ça débouche pas, forcément sur un maintien de l'activité, ça débouche pas sur un maintien, voire même, u une situation plus confortable en matière de trésorerie. Au contraire, les changements qui ont été faits,
finalement, n'ont pas rendu à celles et ceux qui les avaient entrepris ce qu'ils attendaient. Donc là, je pense qu'il va falloir que les uns et les autres, on soit finalement en capacité de montrer les solutions dont on peut être porteur à nos différents niveaux pour faire en sorte que la valeur soit au rendez-vous à l'échelle de ces territoires. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais arrêter le partage d'écran autour de ces évolutions. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, j'ai pas de son, j'ai pas Oui, de oui, retour. oui, oui, on vous entend, François. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant. Et je pense c'est d'autant plus passionnant pour le groupe qui vous écoute en ce moment parce qu'on n'a pas forcément tous accès à ce type d'informations. Moi, j'ai été vraiment très marqué, très frappé par comment dire, la complexification finalement du monde agricole, hein. Moi, je suis passé le week-end de ma belle famille, donc chez des neveux qui ont repris l'exploitation familiale qui était tenue par le grand-père, puis par le fils, puis par les petits-enfants, donc, et qui sont en GAEC, un frère et une sœur. Enfin bon, sur un modèle très classique, je pense, la représentation de beaucoup de Français. Et j'entends bien que justement cette représentation devient fausse. Et il faut vraiment que nous, tous qui agissons pour l'adaptation au changement climatique, on arrive à s'en imprégner pour imaginer la complexité de ce que ça va être d'accompagner ce système agricole français dans une adaptation au changement climatique. Et moi, j'ai été marqué aussi par votre phrase, certains agriculteurs se sentent désinsérés de leur territoire. C'est vraiment dramatique, je trouve, autant au niveau humain que pour les territoires eux-mêmes. C'est-à-dire que en 2026, on va travailler sur cette question de l'atterrissage du changement climatique dans les territoires. Comment les territoires peuvent s'approprier ce changement climatique pour agir. Voilà, il faut aussi que le monde agricole puisse le faire, mais si les agriculteurs sont désinsérés, ça peut être dramatique. Donc, c'était mes petits commentaires. On a 3 questions simplement. Et du coup, ça peut être 4 questions. Peut-être plus simple et rapide. Si les interlocuteurs veulent bien faire ça très rapidement, reprendre leurs questions, je proposerai à Patricia Février-Courtel de prendre la parole pour... voilà, voilà, allez-y, Patricia. Oui. Alors, c'était tout à l'heure que j'ai noté ma Il faut parler question. plus fort. Oui, pardon, faut que je me rapproche du micro en fait. Donc, c'était tout à l'heure que j'ai noté ma question. C'était quand vous présentiez la dégradation de la situation économique, ou en tout cas sa perception. Voilà. C'était de savoir si dans les endroits où il n'y avait pas de dégradation, en fait, elle n'était pas déjà considérée comme catastrophique et qu'en gros, en fait, elle ne peut pas descendre plus bas. Voilà. Oui, effectivement, il y a de ça, donc ça noircirait encore plus le tableau. Hem, mais oui, enfin, je ne sais pas si ça appelle, une réponse plus détaillée, mais oui, oui, vous avez raison, il y a de ça. Ça rejoint la question d'Éric Voc, à qui on peut donner la parole tout de suite. Ouais. Éric, vous activez votre micro et Oui, ok. Merci beaucoup. Très intéressant, effectivement. Alors moi, je pratique, enfin, je côtoie pas mal de viticulteurs dans l'Aude, et dans le département de l'Aude, et je vois, c'est pas la première crise viticole, on en est à la énième, mais c'est les crises d'abord, selon moi, économiques, qui les empêchent, pardon, ce pessimisme ambiant, qui les empêche de se projeter vers l'avenir. Des fois, ils ont envie. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'économiquement, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont sous pression. Donc voilà, c'était l'idée. Est-ce que c'est que la société qui est à l'origine de ce pessimisme? Non, enfin, c'est pas que la société qui est à l'origine de ce pessimisme. Excusez-nous, hein, c'est que j'ai voilà. Merci. Non, c'est pas, je pense qu'en fait, un certain nombre de solutions ne sont pas reconnues et des solutions qui émanent de ces territoires ne sont pas reconnues. Donc, il y a nécessité aussi à l'échelle des territoires de s'inspirer de ce qui se fait, et qui génère de la valeur. Et c'est vrai que parfois ça ruisselle pas suffisamment à l'échelle des territoires. Malgré tout, ce pessimisme, alors si vous prenez le cas d'un certain nombre de départements viticoles, moi j'enquête là depuis maintenant 2 ans, notamment dans les Corbières minervois. Ce qui est sûr, c'est que finalement les solutions qui leur sont proposées
ne vont pas générer de la valeur là, à court terme. Et ce pessimisme, il est aussi lié à ça. C'est-à-dire que le projet de transformation qu'on leur propose est un projet de transformation sur le long terme. Mais quand vous avez des gosses à faire bouffer à la fin du mois, c'est compliqué d'admettre que c'est la solution voilà, qui va permettre de s'en sortir. Donc ça, il faut l'entendre. Ce qui est sûr, c'est que on a, et on le voit bien, un pessimisme qui est lié au fait que bah, la solution, elle est pas là à court terme. Elle est là peut-être à long terme et que pour quelqu'un qui finalement se tourne vers les services sociaux pour pouvoir vivre, ben, c'est compliqué de se dire qu'il va falloir attendre 15 ans avant que le projet de diversification permette quand même de s'en sortir dans la famille, hein. C'est aussi ça, hein. C'est-à-dire qu'on a aussi un pessimisme qui est lié au fait qu'un certain nombre d'agriculteurs se pensent, à tort ou à raison, comme étant les seuls à prendre en charge le risque. Et là, il y a nécessité à l'échelle des territoires à ce que les risques soient partagés. Et c'est vrai que, au lieu de voir ça, on voit plutôt des industriels quitter le territoire. On voit plutôt, finalement, un abandon s'installer dans un certain nombre de territoires. Donc ça ne fait que renforcer même ce pessimisme ambiant. Hem Et il y a un enjeu à ce que finalement, un certain nombre de solutions soient trouvées, là. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire que, il faut attendre demain, quoi. Faut arriver à et c'est pas évident, hein, j'ai pas forcément la solution, à administrer la preuve que ça se fait maintenant, quoi. Qu'on a des solutions maintenant. Donc, dans la gestion des ressources, si effectivement, on peut plus, donner accès à un certain nombre de ressources, et cetera, qu'est-ce qu'on propose en face? Voilà, c'est ça qui est compliqué. On a Florian Urban de l'EPTB Adour qui peut poser sa question à son tour. On lui donne accès à son micro. Florian? Si ça ne marche pas, je vais lire votre question, Florian. Est-ce qu'il n'existe pas une corrélation entre le découpage hexagonal et la taille des exploitations dans le positionnement des agriculteurs? Alors oui et non, parce que finalement, on a une évolution des structures d'exploitation agricole qui transcende les particularismes. Alors vous allez me dire: «Oui, il y a des exploitations de taille beaucoup plus importante dans le Grand Est, dans le Nord-Ouest». On est sur des structures d'exploitation de plus petite taille dans le Sud-Ouest, que dans d'autres régions, certes, mais on voit que, l'agriculture dans le Sud-Ouest, dans les Sud-Ouest, est marqué du sceau d'une coexistence entre des formes d'organisation de la production qui sont très très différentes, hein, coexistent dans le sud-ouest des agricultures aux allures de firme, des agricultures finalement résiduelles, patrimoniales, des agricultures familiales, productives, enfin bon, on a peut-être effectivement plus qu'ailleurs des exploitations qui ont des tailles relativement modeste, mais il faut s'interroger sur l'incapacité de territoires, notamment comme ceux du Sud-Ouest, à avoir su accompagner aussi, parfois même cette montée en complexité. Hem, alors d'aucuns ont pu parler d'un certain archaïsme qui affectait aussi, à une époque ces fermes, ça avait été très bien décrit dans les années 60-70 autour de l'agriculture du Sud-Ouest, mais, hem, on a des changements qui se sont peut-être pas opérés aussi facilement que ça dans nos régions. Hem Et c'est parce que finalement, on a des exploitations qui ne sont pas complètement réorganisées, contrairement à d'autres régions que, bah, l'adaptation au changement est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Hem C'est beaucoup plus facile de s'adapter aux changements, globaux, et de porter un projet de transition sur le plan environnemental quand on sait qu'on a accès à une ressource, quand on sait qu'on a accès à des structures collectives. Mais quand à l'échelle d'un territoire, vous voyez les uns et les autres disparaître autour de vous et que vous n'avez même plus la capacité de construire du collectif, parce que c'est aussi ça, hein, qui se passe, hein, chez nous, hein. C'est-à-dire que vous avez hem, à l'échelle d'un certain nombre de territoires, des agriculteurs qui sont de plus en plus éloignés les uns les autres
qui ont de plus en plus de difficultés à collaborer et donc qui ont de plus en plus de mal à prendre en charge ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que non seulement ils sont dans l'incapacité de trouver des repreneurs, de s'organiser pour faire le travail à l'échelle de l'exploitation, et en plus on leur demande de s'adapter. C'est ça qui crée de la crispation. C'est-à-dire que tout arrive au même moment, et tout particulièrement dans le sud-ouest de la France. C'est-à-dire qu'en fait, tout arrive là, il faut transiter sur le plan environnemental, sur le plan climatique, et on n'a même pas su transiter sur le plan organisationnel, et on n'est même pas foutu de trouver des repreneurs aux exploitations. C'est ça qui crispe. Voilà, il reste 4 minutes et au moins 4 questions. Donc, je vais lire les questions qui ont été posées pour aller plus vite. Il y a Sylvain qui n'a pas donné son nom, qui remarque, je pense que c'est plutôt une remarque, que la nouveauté, c'est que les exploitations céréalières sont les moins rentables. Or, elles disposent des plus grandes surfaces et l'impact sera différent de la réduction des exploitations centrées sur l'élevage que l'on observe depuis 20 ans. Voilà, donc je ne sais pas si ça appelle une réponse particulière. Émeline Roland de l'Agence de l'eau pose une question qui, à mon avis, est un peu centrale, en tout cas pour nous. Comment aider les agriculteurs à percevoir la valeur d'une amélioration de la résilience de leur exploitation face au changement climatique? Moi, j'interprète ça, c'est comment les inciter à investir dans l'avenir face au changement climatique. Est-ce que vous avez une réponse? Mais je pense que on peut faire finalement de l'adaptation au changement climatique un élément fédérateur. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, ils sont moins nombreux, ils sont de plus en plus éclatés. Par contre, ils sont tous réunis par ce grand défi. À partir du moment où on leur fait comprendre que ce n'est pas simplement une injonction, mais que c'est un levier d'adaptation qui va participer finalement au bout du bout de la construction de la valeur, on aura peut-être gagné. Si c'est pas simplement présenté comme une contrainte, mais comme un levier, si on est en capacité de leur dire, mais on sera là pour compenser à un moment donné, et on sera capable aussi de prendre collectivement en charge les risques inhérents à cette indispensable transition, ça pourra le faire. Mais il faut avoir une tonalité dans le discours différente, et il faut être en capacité d'administrer la preuve que finalement cette adaptation participera de la pérennisation de l'exploitation agricole, et pas simplement que c'est une seule contrainte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire de cette adaptation un levier au service de la robustesse et de la résilience de leur système. Eux le perçoivent avant tout comme le symbole de la mise en fragilité de leur exploitation. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut parvenir à expliquer. Mais Ouais. c'est peut-être sur la question du changement climatique, hein, sincèrement, qu'on peut imaginer ce dénominateur commun à toutes ces agricultures, à tous ces agriculteurs, parce que c'est ça qui scelle leur destin commun. C'est plus simplement un regard sur le monde. C'est pas simplement une forme d'organisation du travail qui scelle le destin commun. Ils sont tous différents dans la manière avec laquelle ils organisent leur famille, leurs projets entrepreneuriaux. Par contre, ils sont tous au même moment touchés par ça. Ouais, ça rejoint vraiment le fait que l'eau, pour nous, c'est un commun. Et donc, parler de l'adaptation au changement climatique et la disponibilité des ressources comme un commun, ça nous parle vraiment beaucoup. Euh, donc, la présentation sera disponible sur notre site. On vous a donné l'adresse. Monsieur Simon Lefebvre, vous évoquez des agriculteurs qui se désinsèrent de leur territoire. La tendance se confirme depuis plusieurs années et malgré certaines tentatives de dialogue et de co-construction, la dynamique semble difficile à inverser. Doit-on vraiment s'en inquiéter? Et si oui, que recommandez-vous pour inverser cette tendance?
Justement, on est en train d'entreprendre un travail avec l'Agence de l'eau là, et l'Agro-Toulouse sur ces questions-là. Du moins, j'espère que ce projet pourra aboutir. J'ai pas la réponse, hein. Je pense que il y a, il y a- il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire si tant est qu'on ne mette pas sous le tapis finalement la montée en complexité de ces fermes, de ces familles agricoles. Je pense que il y a de l'incompréhension euh, qui est, euh, qui est vraie d'un côté comme de l'autre. Parce que d'un côté comme de l'autre, on fantasme les réalités. Je pense que euh, on- il y a un enjeu à faire comprendre que c'est pas simplement une injonction, que c'est aussi un levier d'adaptation. C'est dites contraintes qui leur sont imposées, mais il y a un enjeu à faire en sorte que les uns comme les autres admettent de voir l'agriculture comme elle est et pas comme on la fantasme. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans les crispations et les incompréhensions. Euh, ce qui est réclamé à un moment donné, c'est finalement euh, des mesures, un cadre réglementaire qui correspond aussi à la manière avec laquelle s'organise le travail, s'organise la production. C'est-à-dire que euh, dire simplement aux agriculteurs, il faut revenir à un système qui aurait été jadis plus vertueux, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Enfin, si on leur demande de transiter, mais qu'au moment même où on les invite à transiter, mais on leur dit, mais finalement, il faudrait refaire comme hier. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comment on arrive à tenir un discours qui leur permet de se projeter dans un acte de transformation, comment on arrive à faire en sorte qu'ils s'adaptent en reconnaissant ce qu'ils sont et les transformations qu'ils incarnent. Je pense que déjà, si on pouvait les considérer comme des entrepreneurs à part entière, ça serait déjà pas mal, parce que ça aussi, ils réclament ça, hein, ils sont dans la rue aussi pour ça. Euh, et, voilà, tant qu'on les assigne à une situation ou à des réalités qui ne sont plus les leurs, ils auront du mal à comprendre aussi certaines injonctions, voilà, certains cadres, voilà. Et puis je pense qu'on ne peut pas à la fois dire on ne veut pas d'une agriculture de firme ou d'une agriculture XXL et imposer aussi des cadres réglementaires qui ne sont pas adaptés aussi à ce que sont aujourd'hui ces exploitations dites familiales dans lesquelles la famille n'exerce plus rien. C'est-à-dire que, en fait, on fait comme si on n'avait pas vu évoluer finalement cette organisation. C'est aussi pour ça qu'on avait entrepris des travaux là-dessus avec Geneviève Nguyen et bien d'autres, parce que finalement, il faut se poser la question, enfin, comment, à l'échelle d'une entreprise agricole, ces injonctions sont prises en charge et peuvent être prises en charge. Si le cadre normatif relève plus de la firme que de l'exploitation familiale, qui n'est plus, ou de moins en moins familiale et conjugale, ça ne le fera pas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que la contrainte crante avec les réalités actuelles. Voilà, une remarque de Alain Vary qui rejoint un petit peu ce que vous disiez, et qui constate, après vous avoir écouté, que le modèle de l'exploitation familiale est derrière nous. En tout cas, il est derrière nous à 20% et 80% sont ailleurs. Et il complète en disant, alors que le discours syndical est en général de rechercher à maintenir ces fermes familiales. Donc c'est vrai, c'est cette complexité qui apparaît dans le positionnement des uns et des autres, et qui peut créer, enfin, c'est une complexité des discours qui accompagne la complexité de la situation. On va peut-être finir sur la dernière question de Madame ou Monsieur Mazet. Pour la ressource en eau, donc effectivement, ça nous intéresse. Comment est perçue la solidarité amont-aval sur un territoire? Il semble y avoir des incompréhensions entre les filières, avec par exemple des éleveurs vertueux en montagne et des céréaliers profiteurs en plaine, ce qui génère des tensions. Est-ce que vous ressentez ça, vous, dans vos analyses? Disons que la solidarité n'est pas forcément le mot qui caractérise le mieux les agriculteurs en ce moment.
Et je pense que c'est pas du tout une profession qui est, comme on pourrait le penser, aussi solidaire que ça. Alors c'est pas tant entre céréaliers et éleveurs, mais hem, je pense qu'il y a des concurrences intraprofessionnelles, sur lesquelles la profession devrait, devrait travailler. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, on a une partie de l'agriculture française qui se pense délaissée, et on voit bien que dans tout le discours qui est porté par un certain nombre de leaders ici, notamment dans la région, Occitanie ou voire même en Nouvelle-Aquitaine, il y a ce manque de solidarité qui s'opérerait plus entre les uns et les autres. Bien, on a largement dépassé l'horaire, mais je pense que c'était vraiment à la hauteur de l'intérêt que les participants ont porté à votre présentation. Euh, voilà, donc moi je retiens cette grande complexité qu'il faut savoir prendre en compte pour déployer un discours fédérateur, parce que le sujet de l'adaptation est fédérateur et que la construction de la robustesse des exploitations est fondamentale. Voilà, donc il faut vraiment que je vous remercie de votre présentation, donc qui sera disponible ainsi que le replay sur notre site internet. On est en train de préparer notre assemblée générale, donc soyez patients. Ce sera plutôt vers la fin du mois de novembre. Voilà, je pense que nous en avons fini. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne reprise du travail à tous les participants. Merci, Et Monsieur Purseigle, bon courage pour votre prise de poste merci, à l'Agro-Toulouse. merci. Voilà, merci à tous.